Alors, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour ou bonsoir, ce qui a le décalage horaire. En Europe, c'est 6 heures, en Afrique, 4 heures ou 5 heures. Alors, on est rendu à notre 12e midi conférence en sécurité alimentaire. Très content de vous avoir en ligne. Aujourd'hui, ça va être vraiment, c'est vraiment un thème qui est très actuel avec la situation internationale qu'on a. On va se questionner justement sur l'impact sur la sécurité alimentaire en regardant les défis et plus important, les stratégies. Donc, les stratégies, pour ça, on est allé chercher une personne d'expérience. Ça fait maintenant 4 ans, hein, Frédéric, que ça fait vraiment plaisir de collaborer avec toi dans le cadre du chantier. Et puis, on parle de 40 ans d'expérience professionnelle, environ une cinquantaine de pays dans lesquels tu as travaillé. C'est vraiment intéressant d'avoir ta perspective par rapport à cette thématique-là. Donc, de façon pratique, hein, comment on fonctionne au niveau des midi-conférences, on a 3 moments. Dans un premier temps, on donne la parole à la personne conférencière, environ 30 à 40 minutes, pour nous parler de la thématique. Après, on a vraiment des moments de discussion, d'échange, de partage. Et à la fin, on se garde toujours ce moment d'avoir des messages clés pour la fin de la session. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, la session est enregistrée, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat donc, pendant la présentation, mais c'est sûr qu'on aura un moment où vous allez pouvoir euh, couper vos micros, c'est-à-dire activer vos micros pour pouvoir justement poser vos questions de vive voix ou interagir. Je vais, comme de façon formelle, présenter le conférencier, après quoi je vais lui donner la parole pour sa présentation. Je vais juste arrêter le partage. Fait qu'on a avec nous Frédéric Martin qui a 40 ans d'expérience professionnelle dans 48 pays. Alors, il travaille comme dans son travail va consister vraiment à l'appui à la gestion par les résultats des organisations publiques et internationales dans une perspective de développement durable, en particulier à travers la planification stratégique, la gestion des finances publiques, la gestion de l'investissement public et le suivi et évaluation des programmes et politiques. Il a enseigné 18 ans à l'Université Laval dans le même département. Donc, c'est mon département. Actuellement, il a été là à 18 ans, où il a terminé professeur titulaire. Il a été directeur de la chaire de développement international qui fonctionne toujours. Il a été cofondateur et coprésident de IDEA International en 1997 et en 2021. Et puis fondateur et actuellement président justement de l'Institut Compass depuis maintenant 4 ans, on va dire. Il a été aussi membre du conseil d'administration de l'International Development Evaluation Association de 2008 à 2013. Il est auteur et co-auteur d'environ 115 publications et 55 communications. Il détient un diplôme à l'École supérieure de commerce de Lyon en France, une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal au Canada et son PhD en économie agricole à Michigan State University aux États-Unis. Donc vraiment, France, Canada, États-Unis. Donc, à travers son parcours, déjà, on voit vraiment cette perspective internationale. Euh, alors, sur ce, je vais donc te laisser aller, Frédéric. Donc, prends la liberté, 30 à 40 minutes. Parle-nous un peu de cette thématique-là. Et puis, après, on aura le temps pour les échanges, les discussions. Donc, n'hésitez pas à fermer vos micros et donc mettre aussi vos questions au long de la présentation dans le chat et on va revenir là-dessus. Alors, je te laisse aller, Frédéric, et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Merci Elie pour cette présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Peut-être mettre en mode présentation. Oui, c'est ça. Mais vous voyez mon écran? Oui, très bien. Parfait. Super. Alors, malgré tout ce que vient de dire Elie, je pense que je vais être très, très honnête. Et j'ai repris une phrase de Socrate.
qui, je pense, est importante, surtout pour la thématique que nous abordons, qui est très complexe. C'est qu'en fait, on ne sait pas encore grand-chose. Alors, ceci dit, face à ce monde très complexe où il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'incertitudes, euh, je pense que c'est notre devoir de citoyen, notre devoir de professionnel et d'être humain finalement, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe et de proposer et de mener des stratégies, des actions, hein, pertinentes. Donc, j'ai 5 points dans la présentation. La première, c'est une très brève présentation de l'Institut Compass où je travaille actuellement. Euh, Présenter un cadre analytique, faire l'état très rapidement de la sécurité alimentaire en 2023 au niveau mondial. Et je dirais que les éléments, donc la partie 4, c'est vraiment quels sont les chocs internes et externes auxquels on est confronté et quelles sont les conséquences de ces chocs. Et à partir de là, parler de stratégie de gestion des risques et de l'incertitude. Alors, Compass, en un mot, c'est une structure qui est, dont la mission est d'appuyer les organisations publiques, privées et internationales dans leur processus de réforme selon une approche de gestion axée sur les résultats, dans une perspective de développement durable et également dans un contexte technologique où il y a une transformation digitale et aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle de plus en plus. Compass est basé au Canada, en l'occurrence à Québec, et a été fondé en 2021 à la suite de la fermeture du cabinet Idée International qui, lui, a été opérationnel de 97 à 2021. Donc, c'est une restructuration de Idée International qui a amené à Compass. Et on a transféré, en fait, des fiches projets donc de IDEA à Compass. Donc, en fait, on est une fausse nouvelle institut. On a opéré depuis 97, mais avec deux bannières, si vous voulez. Mais avec à peu près les mêmes services, qui sont les services de renforcement de capacité. Renforcement de capacité continu, hein. On n'est pas dans la formation des programmes universitaires de base, licence, maîtrise, doctorat, les formations classiques au niveau universitaire. On est dans la formation continue. L'appui technique et les études, comme un bureau d'études, hein, et l'amélioration des systèmes d'information, puisque bien sûr, souvent, les, les, les projets qu'on veut mener, les programmes qu'on veut lancer, suivre, exécuter, requièrent bien sûr des bons systèmes d'information et une bonne qualité de données pour approvisionner ces informations avec les bons indicateurs bien renseignés, pour pouvoir évidemment avoir des évidences empiriques solides et non pas des fausses nouvelles. Et quand j'ai quitté donc l'Université Laval en 2005, on a signé un partenariat en 2006 pour justement le développement de la formation continue. C'est un jeu un peu gagnant-gagnant parce que, bon, comme vous le savez, à l'université, ben, c'est évident, les professeurs sont occupés à leurs occupations académiques, l'enseignement, la recherche, les comités, etc. Et on peu de flexibilité pour faire des missions. Et donc, nous, on a beaucoup plus de flexibilité à ce niveau-là. Mais en même temps, on a une très grande rigueur académique et on veut s'assurer de faire les choses de qualité, hein, puisque le plus important, c'est la formation. Et on a eu la chance, comme ça a été mentionné, de travailler dans 49 pays dans le monde, bien sûr le Canada, mais des pays en Amérique latine, des pays en Afrique, passablement, francophones, anglophones, lusophones, arabophones, et également en Europe et également en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'excuse, je reviens en arrière. Voilà. Alors, cadre analytique. C'est important de rapidement poser quand même, je sais que vous êtes tous des spécialistes en sécurité alimentaire, mais c'est important de, de se redonner un cadre analytique pour savoir donc, de bien définir les mots-clés. Donc, la sécurité alimentaire, évidemment, on parle d'indicateurs d'impact, hein.
définie, j'ai pris une définition tout à fait standard. Là, chaque personne a accès à tout moment à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour satisfaire ses besoins énergétiques et ses préférences alimentaires afin de mener une vie saine et active. Donc, on a dit en termes de dimension, la sécurité alimentaire avec des indicateurs d'effet qui vont mener à l'impact, c'est avoir un accès physique à la nourriture, bien sûr, un accès économique en termes de revenus qui permet d'acheter ou de compléter les achats, si on est un producteur, de compléter les achats d'alimentation, mais pour le consommateur, certainement d'acheter cette alimentation de manière suffisante en quantité et en qualité, ce qui est aussi important que la qualité, la quantité, et qu'il y ait un approvisionnement stable dans le temps et dans l'espace. Alors, typiquement, on approche comment cette question? On approche cette question, évidemment, euh, euh, un- j'ai un biais comme économiste, hein, je vous présente comment on l'approche en économie, mais ce n'est pas bien évidemment la seule approche possible. Mais je pense que c'est une approche qui apporte un éclairage intéressant. Donc, je vais aller un peu vite. L'idée, c'est pas de faire un cours d'économie. L'idée, c'est beaucoup plus de partager des concepts qui peuvent être utiles pour l'analyse du sujet. Alors, un premier domaine, évidemment, c'est l'analyse microéconomique où on va travailler, hein, on va considérer l'offre des producteurs agricoles et les facteurs déterminants de cette offre. hein, donc, la production agricole, les intrants qui sont nécessaires pour cette production, les ressources humaines, matérielles, technologiques, financières qui vont nous permettre de mener à bien cette activité-là et de mettre sur le marché une, une, une offre suffisante en quantité, en qualité et au bon moment, et à un prix compétitif par rapport à la concurrence nationale et internationale. Au niveau de la demande, ben, c'est évident qu'il faut avoir un pouvoir d'achat. La demande, c'est plus que le besoin, bien sûr, on répond à un besoin, mais il faut aussi avoir un pouvoir d'achat pour être capable d'acheter le bien. Donc là, on a toute la théorie du consommateur qui est pertinente, euh, avec donc les questions d'élasticité prix, élasticité revenu, etc., et d'autres déterminants qui vont faire qu'on va avoir une demande de biens alimentaires. Évidemment, il y a un équilibre partiel sur le marché en quantité et en prix qui déroule de la confrontation de cette offre et de cette demande. Et on va avoir évidemment différents types de marchés. On va avoir un équilibre sur le marché local, le marché régional, le marché national et le marché international. Bref, les marchés peuvent être analysés à différents niveaux. Euh, Dans les acteurs, ben, c'est évident qu'on doit considérer différents types d'acteurs. On a bien sûr les producteurs agricoles et on a des intermédiaires qui peuvent être impliqués dans le transport, la collecte, l'assemblage des produits agricoles. Le commerce de gros, le commerce de détail, le stockage, la transformation, bref, toutes sortes d'acteurs intermédiaires et évidemment, en fin de compte, les consommateurs. Et c'est important de bien désagréger de différents types d'acteurs, puisqu'en fait, leurs objectifs et leurs contraintes ne sont pas les mêmes. Quand on compare un petit producteur agricole qui essaye de peine et de misère de survivre avec sa famille, essentiellement pour son autoconsommation et vendre un petit excédent sur le marché, c'est totalement différent d'un agro-business, hein, une grande firme en Amérique latine. euh, je me rappelle avoir visité, par exemple, dans la région de la Pampa, des exploitations absolument immenses, hein, et essentiellement, à ce moment-là, on parle de haute technologie, très peu de main-d'œuvre, beaucoup d'intensité en capital, en technologie, et c'est évidemment beaucoup plus orienté vers l'exportation. Donc, c'est pas du tout le même genre on parle de producteurs agricoles, mais c'est pas du tout le même genre de situation. C'est la même chose pour les éleveurs, entre le petit éleveur qui a deux malheureuses vaches qui ont des rendements de lait absolument ridicules, versus certains gros ranchs. euh, on va avoir des situations totalement différentes, hein. Donc, c'est important de distinguer les problématiques selon la taille, que ce soit donc la taille en termes de terre, et l'accès à la terre est très important. Il y a beaucoup de paysans qui n'ont pas accès à la terre, donc c'est des problématiques particulières. Il peut y avoir des conflits sur les terres entre les éleveurs et les producteurs euh, et des concurrences même en type de production, de spéculation agricole pour la production d'aliments, pour les cash crops, là, les spéculations pour l'exportation. Donc la quantité et la qualité des ressources humaines,
Matériel, technologique, les ressources financières, l'accès au crédit, etc., va être très différent. Et bien sûr, considérer le genre, qui est responsable de l'exploitation, et souvent l'ethnie. Quand on dit l'ethnie, ça peut être différents groupes. Là, c'est pas juste le groupe ethnique, mais certainement en Afrique, on aurait pu rajouter les castes en Inde, etc. Bref, on peut désagréger selon l'appartenance, et ça a des implications souvent assez importantes, entre autres sur l'accès aux ressources financières. Donc, c'est important quand on fait notre analyse d'éviter ce que je vais faire, c'est-à-dire la généralisation, parce qu'en fait, la situation des gens varie passablement, et même dans la situation de crise actuellement, qu'on va étudier dans un instant, il y a des gens qui en profitent, il y a des gens qui font de l'argent, et beaucoup d'argent. Hein. Donc, il y a toutes sortes de situations, et c'est important d'aller au-delà des situations génériques, moyennes, pour regarder la distribution des fréquences si on parle en termes de statistiques. Alors ensuite, on a d'autres concepts et approches qui nous intéressent. C'est tout le concept au niveau de l'approche mésoéconomique, ou sectorielle. C'est l'approche des filières, l'approche des filières agricoles ou agroalimentaires. D'autres termes reliés, les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement. On ne va pas rentrer ici dans le détail de différences, mais en gros, c'est l'idée d'une coordination entre acteurs, depuis la production d'un produit agricole brut. Et pour ça même, ça suppose au départ de la disponibilité d'intrants, d'équipements, de semences et de crédits en temps opportun, et bien sûr de pluie, Dieu merci, pour arriver donc à produire une production minimum en termes de rendement, de qualité. Et à partir de là, ils vont s'entendre, ces acteurs, au fur et à mesure, aux différentes étapes, comme vous avez un exemple ici qui est donné. Ces différents, les vendeurs d'intrants vont s'entendre avec le producteur avec l'assembleur avec le transformateur, etc., etc. Ils vont s'entendre sur la quantité, la qualité, le prix, le lieu et la date de livraison. Et tout ça, ça va avoir des implications sur qu'est-ce qui va arriver au consommateur final, à quel prix. On va être capable de fournir un bien en bon état, un bien alimentaire en bon état, qui n'a pas perdu ses qualités nutritives et gustatives, à un prix raisonnable, et encore une fois en temps opportun. Donc, c'est un concept la question de ces filières, chaînes de valeur, chaînes d'approvisionnement, on va le voir tout à l'heure, c'est un concept extrêmement important. Actuellement, le monde est très, très intégré. Il y a bien sûr des producteurs qui sont encore en autoconsommation, il y en a. Mais la grande majorité, on peut dire, des producteurs agricoles et des intervenants dans le milieu agricole, agroalimentaire sont intégrés au sein de filières régionales, nationales et souvent internationales. Il n'y a qu'à voir à Québec, quand on regarde actuellement, quand on va faire son marché, on peut avoir des fruits qui viennent bien sûr du Québec quand c'est la saison, mais c'est de loin le préférable, parce que ça encourage la production locale, c'est plus frais, c'est moins coûteux, etc. Mais on peut aussi se procurer des biens, euh, que le climat québécois ne permet pas de produire pendant certains mois dans l'année. Et on obtient des produits, bon, peut-être moins des États-Unis en ce moment, mais on les obtient en tout cas du Mexique ou d'Amérique latine, d'Amérique centrale, par exemple. OK. Donc, finalement, ces chaînes d'approvisionnement sont extrêmement importantes. Ces filières, la coordination entre les acteurs pour arriver à un produit, encore une fois, de qualité à un prix raisonnable aux consommateurs est importante. Alors maintenant, par rapport à ça, je dirais que ce sont les acteurs du secteur privé, pour prendre un terme générique. C'est monsieur et madame tout le monde qui produit, qui consomme, etc. C'est les acteurs économiques. Mais l'État, à travers ses différents niveaux, que ce soit le niveau central, le niveau régional, local, va intervenir à travers ses politiques, ses programmes et ses projets pour améliorer l'impact. Donc, et essayer de régler les questions de goulot d'étranglement, d'améliorer l'accès aux nouvelles technologies, l'accès au crédit,
l'accès au marché, etc. Réduire les tarifs, par exemple, choses comme ça, pour évidemment obtenir un meilleur effet final. Donc là, vous avez la qualité de la diapositive n'est pas extraordinaire, mais en gros, ce qui est important, vous êtes certainement familier avec cette chaîne de résultats qui part, si vous partez de la gauche, des ressources, des intrants, des ressources humaines, matérielles, financières, les intrants, pour mener un certain nombre d'activités. Et ces activités vous permettent de produire, d'arriver à des produits qui mènent à des effets et éventuellement à des impacts. Donc là, ce dont on parle ici, on n'est pas au niveau des producteurs agricoles, on est au niveau des programmes publics ou des projets de développement, si on veut les inclure là-dedans, qui vont permettre d'appuyer ces chaînes de production, certains acteurs, et donner, par exemple, en termes de produits, un accès au financement, un accès aux technologies, etc., etc. Et donc, et qui vont, et quand on donne accès aux producteurs à des technologies, à des semences améliorées, à certains types d'engrais, à de la formation en compétences de technologie agricole, etc., on va avoir donc des effets positifs, on l'espère, pour finalement contribuer à un impact qui va être l'amélioration des revenus et de la situation alimentaire du consommateur, du producteur, de son ménage, des familles, etc. Donc, typiquement, quand on travaille maintenant sur les, les politiques, les programmes et les projets publics, on va s'intéresser à ce qu'on appelle une théorie du changement, c'est-à-dire quelle est la droite du graphique. On va dire où est le niveau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est Très bon, bien. ça bégaye un Parfait. peu. Parfait. Euh, donc, euh, on, on va chercher à déterminer quel est l'impact désiré. On va partir de l'impact désiré et améliorer la qualité du produit, améliorer le revenu, améliorer peu importe la variable qu'on veut améliorer, finalement. Euh, et on va remonter, et on va voir que pour ça, il faut avoir des effets. hein. Pour ça, et donc, quels sont les produits des programmes ou des projets qu'on est en train de mettre en place. Et à partir de là, bien sûr, quelles sont les activités qui sont nécessaires et quels sont les besoins financiers, ressources humaines, compétences, etc., à mobiliser pour mener à bien ce projet ou ce programme. Donc, c'est souvent dans ce cadre-là, maintenant, on peut dire qu'à peu près tous les programmes publics euh, qu'on a demandent, pour être formulés, pour être approuvés et pour être gérés, une chaîne de résultats et une théorie du changement. Souvent, ça va se manifester au niveau d'un projet par un cadre logique, qui est une représentation, bien sûr, verticale de cette chaîne de résultats. Au lieu d'être horizontale, de la gauche vers la droite, ça va être en bas les intrants, les ressources, et au fur et à mesure qu'on monte, on va aller vers des niveaux supérieurs de résultats. Alors, l'autre terme est très important, bien sûr, c'est le risque et l'incertitude. Et c'est important de distinguer entre les deux. La principale différence entre le risque et l'incertitude, c'est est-ce qu'on peut quantifier ou pas les résultats possibles. Le risque, c'est un événement pour lequel on peut estimer la probabilité et l'ampleur. Évidemment, rien n'est sûr, mais on a des données historiques en série chronologique ou alors en coupe transversale d'autres pays, d'autres situations similaires qui nous permettent d'estimer la probabilité de l'événement, qui est en général un événement négatif, type une sécheresse, une inondation, etc. Et, et, et l'ampleur, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir un événement qui est probable, mais dont l'ampleur de l'impact est relativement faible. Donc, ce n'est pas dramatique. Inversement, on peut avoir des événements peu probables et dont l'ampleur est catastrophique. Et on a c'est une matrice, en fait. Vous avez certainement vu une matrice de risque. On a une boîte 2 par 2, donc 4 cellules au total dans la matrice, puisqu'il y a 4 combinaisons possibles, bien sûr. Alors, l'incertitude, par contre, concerne des situations où cette quantification est impossible. Alors, je ne vais pas vous dire à qui je pense, mais
vous pouvez déjà dans votre tête identifier des cas des sources de risque et des sources d'incertitude, n'est-ce pas? Et on peut avoir les deux, comme on a dans le cas actuel. Donc il faut se préparer aux deux. Voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas le but de faire un cours théorique, mais c'est toujours important pour moi, avant de parler de quelque chose, de me dire quel est mon cadre de référence, quel est mon cadre analytique, hein, quels sont les concepts clés, quelles sont les relations. Et c'est pour ça que systématiquement, je pense que c'est important de préciser un cadre analytique où on sait de quoi on parle, on fait les définitions des éléments clés dont on va parler après de manière empirique. Alors, la sécurité alimentaire, où est-ce qu'on en est? Encore une fois, vous avez eu plein de conférences pertinentes là-dessus, sur la situation. Le but, j'ai mis juste une diapositive là-dessus. C'est juste pour dire qu'en gros, on a encore beaucoup de problèmes, hein. J'ai mis des chiffres là, du rapport de 2024 publié par différentes agences onusiennes. On a entre 713 et 757 millions de personnes qui pourrait avoir connu la faim en 2023, une personne sur 11 dans le monde et une sur 5 en Afrique. Et la faim continue d'augmenter en Afrique, mais reste relativement stable en Asie et des progrès notables sont enregistrés dans la région Amérique latine et Caraïbes. Donc la situation varie d'une région à l'autre. Et encore une fois, tout ça, c'est très grossier parce qu'en fait, même en Asie, il y a des gens qui ont faim. Et en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas faim. Et en Amérique latine, il y a une variété de situations. Donc, il faut faire très attention à ces généralisations. Ça a le mérite d'exister, mais ça ne veut pas dire qu'en Afrique, ça va mal et en Asie, ça va bien. Je pense qu'il faut être très nuancé et analyser. Il faut aller à ce qu'on appelle un degré de granularité des données plus fort pour vraiment analyser la situation et comprendre ce qui se passe dans une filière donnée, à un endroit donné. Alors, au niveau de l'insécurité alimentaire modérée et grave, ça touchait environ 29% de la population mondiale. C'est quand même 2,3 milliards. C'est pas négligeable. Et si on va encore plus loin, au-delà de l'insécurité alimentaire modérée, mais qu'on concerne ce qu'on appelle une alimentation saine, il y a 2,8 milliards de gens, hein, qui n'ont pas une alimentation saine. On peut manger correctement en quantité, mais pas en qualité. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même, au cours des années passées, la dizaine d'années passées, on a eu des progrès au niveau de la malnutrition. On a moins de problèmes d'émaciation, moins de problèmes de retard de croissance, donc à la fois la malnutrition chronique, hein, et puis la malnutrition temporaire, hein, donc les deux cas de malnutrition. Donc ça, c'est quand même encourageant. Par contre, on a des problèmes d'obésité majeurs, pas seulement aux États-Unis, ça va de soi, mais et dans les pays industrialisés, même au Canada d'ailleurs. Mais si on va dans beaucoup de pays en développement, il se développe vraiment des problèmes d'obésité à cause d'une mauvaise alimentation. Donc, il y a beaucoup trop de boissons sucrées, beaucoup trop de gras, de sucre, et, et finalement, des problèmes, ça mène à des problèmes évidemment très vite assez graves au niveau de la santé et ça réduit l'espérance de vie. Alors, les chocs. Les chocs, il y a d'abord, il y a plusieurs sortes de chocs. Euh, il y a des chocs, évidemment, le plus évident, c'est les guerres et les conflits armés. J'en ai mis quelques-uns ici que tout le monde connaît. Évidemment, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les conflits entre Gaza et la Cisjordanie et Israël, les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda, la guerre civile au Soudan, la guerre civile au Yémen, les conflits entre les groupes djihadistes dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, maintenant le Mali, le Burkina et le Niger. Vous avez certainement vu dans les nouvelles que un groupe djihadiste a pris le contrôle maintenant de Djibo dans le nord du Burkina, pour ceux qui connaissent ce pays-là, qui est une ville, on peut dire, la ville la plus importante du nord du Burkina. Et son leader a clairement dit qu'il ne s'arrêterait pas là. Bref, il n'y a pas juste les États du Sahel, le Nigeria aussi, la semaine dernière, régulièrement en fait, on peut dire presque chaque semaine, il y a des massacres. Il y a des conflits aussi entre les éleveurs tout ça se croise, ces conflits politiques, voire religieux, avec des conflits ethniques.
avec des conflits d'occupation entre, encore une fois, les éleveurs et les producteurs agricoles sédentaires. Bref, c'est compliqué. Mais le point n'est pas de rentrer dans le détail de chaque conflit, mais de dire qu'il y en a beaucoup, hein, et ça ne s'améliore vraiment pas. Et évidemment, il y a énormément de conséquences. J'en ai mis quelques-unes ici, mais il y en a certainement d'autres. La plus évidente, c'est qu'il y a énormément de morts, de blessés, de gens qui sont traumatisés, même s'ils arrivent à s'en tirer physiquement, ils reviennent complètement démolis, hein, mentalement, parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vécu. Et ça s'applique bien sûr aux militaires, mais ça s'applique aussi aux civils, hein. C'est le propre des conflits modernes. Avant, il y avait le front et puis il y avait les gens en arrière. Maintenant, les civils sont en première ligne. Et donc, ça, évidemment, c'est des gens pour qui on parle même plus de sécurité alimentaire, on parle de sécurité tout court, physique, qui est complètement euh, con- euh, détruite. Ensuite, on a les destructions matérielles. Lorsqu'on bombarde, il n'y a qu'à voir les photos de Gaza, etc. Mais encore une fois, ça peut s'appliquer à bien des endroits. Les usines, les entrepôts, les magasins, les routes, les ponts, les maisons, les écoles, les hôpitaux, tout y passe, hein. Tout est bombardé, tout est détruit. euh, et, euh, et donc, ça crée évidemment des précarités dans les conditions de vie, de logement. Les gens sont dans la rue, leur logement a été détruit. L'accès à l'alimentation, il n'y a plus d'approvisionnement. Les services de santé quand on bombarde les hôpitaux, c'est évident qu'on n'a plus accès aux services de santé. Les écoles, c'est la même chose. Je pense, 2 jours, les Russes ont bombardé une école et ont fait plein de morts. Les Israéliens font de même. Bref, ces deux exemples qui montrent rien n'échappe à ce potentiel destructeur. On détruit bien sûr le capital productif, on détruit les moyens de production, et après, même après, il y a des conséquences, hein. Dans beaucoup de pays, on utilise des mines et bon, ben, c'est des terrains agricoles qui sont potentiellement fertiles, mais qui sont minés. Et donc après, il y a des enfants ou des travailleurs qui perdent un membre, ou qui sont estropiés pour le reste de leur vie ou qui meurent parce qu'une bombe, une mine a explosé. Hmm. On parle de destruction financière, on détruit le capital, en fait, hein. Carrément, on détruit le capital. Quand on perd sa maison, on détruit son capital. On perd son emploi, donc on n'a plus de revenus. On perd son champ, on n'a plus de production. Donc, ça se traduit par des pertes financières. Et évidemment, il y a des impacts directs sur l'approvisionnement alimentaire. L'approvisionnement en intrants est interrompu. Euh, Entre autres en engrais, par exemple, vous savez que et la Russie et l'Ukraine sont des gros producteurs d'engrais au niveau mondial. Et actuellement, le prix des engrais a augmenté sur le marché mondial, parce que, évidemment, l'offre a diminué. Ça a des impacts sur l'offre agricole quand on détruit les champs et les vergers, etc. Ben, c'est évident qu'il n'y a pas de production. La demande est affectée par évidemment la baisse de revenus, hmm, liée aux pertes d'emplois, perte d'activité économique. Les chaînes d'approvisionnement sont interrompues, voire détruites, coupées. Et donc, c'est très long à remonter ces chaînes. Et ça se traduit par de la pauvreté, de la vulnérabilité et en fin de compte, une espérance de vie réduite. Ça, je dirais que c'est le plus évident, mais enfin, il faut quand même pas l'oublier. Et donc, une première condition, c'est d'arriver à, dans la mesure du possible, des négociations de paix raisonnables de part et d'autre et qui mènent à un arrêt des combats, parce qu'on peut absolument pas avoir de la sécurité alimentaire quand on est dans une guerre. Hmm. Guerre et conflits commerciaux. Bon, c'est la mise en place généralisée de tarifs douaniers par le gouvernement américain, le jour de la liberté, comme il l'a appelé, ou de la libération, pardon, qui vient d'être annulé en l'occurrence, enfin suspendu aujourd'hui par un tribunal. Bref, et des contre-mesures, bien sûr, mises en place par les autres pays, hein. Ça va de négociations, ça va carrément à la position chinoise qui est dent pour dent, œil pour œil. Et donc, ça amène des mesures qui nuisent, on se nuit aux deux, hein, c'est perdant-perdant. Hmm. Alors, l'autre élément aussi de la politique tarifaire américaine actuellement, c'est sa grande
il y a des fréquents changements, hein. On peut dire que presque chaque semaine, l'équipe de gouvernement et le président américain décident de changer les tarifs qui sont attribués à tel, euh, à tel pays pour toutes sortes de raisons. OK? Et évidemment, ces changements-là créent beaucoup d'incertitudes et les investisseurs ont horreur de l'incertitude. OK? Donc, l'idée, c'est ils vont retenir leur investissement tant que la situation ne s'est pas clarifiée et qu'on sait vraiment dans quel sens vont les choses. Alors, et c'est deux choses différentes. Euh, donc, les conséquences de ces conflits commerciaux, c'est l'augmentation des prix à la production et à la consommation, hein, puisque bien entendu, les intrants coûtent plus cher. Les consommateurs, les chaînes d'approvisionnement sont coupées et donc il y a des ruptures d'approvisionnement. Donc les prix augmentent, il y a les ventes des producteurs baissent, le pouvoir d'achat des consommateurs baisse. Et donc ça, évidemment, ça impacte directement la sécurité alimentaire. Il y a de la perturbation, voire des arrêts carrément de chaînes d'approvisionnement, hein, ce qui mène à des pertes d'emplois, des pertes de revenus. Au-delà de ça, il y a une inefficience qui est créée par la non-exploitation des avantages comparés. C'est quand, bon, moi je ne suis pas du tout un ultralibéral, mais il y a quand même des gens qui ont écrit sur les avantages comparés depuis 200 ans, Adam Smith et David Ricardo, et honnêtement, ça a été pendant, on peut dire, pendant 200 ans, un élément important de la base du commerce international, de dire, bon, ben, on se spécialise de ce dans quoi on est meilleur, et c'est gagnant-gagnant pour les deux pays. Alors, je simplifie un peu, parce qu'il y a des conditions pour ça, mais c'est quand même la base, n'est-ce pas, du droit international, et on peut dire que l'OMC, par exemple, vise à baisser le plus possible les barrières tarifaires et non tarifaires. Donc, pour que ce soit gagnant, encore une fois, non seulement pour le produit qui exporte, mais pour le produit qui importe également. Et donc, on est en train de remettre en cause vraiment le droit international du commerce et de l'investissement. Et ça va se traduire très logiquement par, encore une fois, des pertes de ce qu'on appelle en économie les surplus du consommateur, les surplus du producteur. Et finalement, c'est des pertes pour tout le monde. Donc, c'est évident que c'est contre-productif. Personne ne gagne. Alors, il faut aussi compter, l'autre élément indirect, c'est évidemment que les États vont intervenir pour essayer d'aider les entreprises, les travailleurs et travailleuses qui sont mis au chômage pour bien sûr faire un filet de protection sociale pour les travailleurs et un filet je dirais, de protection économique pour éviter trop de faillites au niveau des entreprises. Et tout ça, va se traduire par un creusement du déficit public. Hmm. Qu'il va falloir assumer avec une dette supplémentaire qui sera payée pendant des années. Troisième type de choc, c'est l'effet des coupures dans l'aide internationale et l'augmentation des budgets de défense. Les exemples évidents, c'est la fermeture de USAID et de MCC. USAID, c'était l'agence d'aide, hein, un peu l'équivalent de l'aide nationale, on va dire américaine. MCC, le Millennium Challenge Corporation, avait été mis en place par le président Bush 43 euh, pour, euh, pour en fait appuyer des projets d'investissement structurants dans les pays. Donc, ce n'était pas l'aide classique, c'était vraiment pour appuyer des projets qui allaient aider le pays à croître mieux et vraiment à passer à un autre niveau de développement. Bref, y compris des projets agricoles, hein. Ces deux agences sont fermées. Il y a des baisses évidemment de contributions aux organisations internationales. Et il y a une augmentation partout des budgets de défense, pas seulement aux États-Unis. On va l'avoir au Canada, on l'a en Europe, on l'a dans tous les pays qui donnent de l'aide, on peut dire. Peut-être les seuls qui limitent un peu plus, c'est les Chinois. Euh, Maintenant, ils augmentent aussi de manière significative leur budget de défense, hein. Donc actuellement, on a un transfert en fait des programmes, je dirais, de coupure dans l'aide et de manière significative.
et on va vers des budgets de défense de plus en plus élevés. Donc, concrètement, ça se traduit par évidemment une baisse significative des programmes et des budgets d'aide avec un impact direct sur l'aide aux personnes pauvres, vulnérables et malades. On pense évidemment, par exemple, nous on a travaillé sur l'impact, enfin sur les questions d'impact du VIH sur la production agricole, etc. Et, en tout cas, et c'est évident que le programme PEPFAR, qui était un programme américain, mais soutenu par plusieurs bailleurs de fonds, a appuyé énormément de gens. Et les gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir accès aux antirétroviraux et donc qui ne pouvaient plus cultiver leurs champs, qui n'étaient plus en mesure de mener une vie active, sans compter la souffrance, etc. Donc, ces programmes d'aide sont arrêtés et donc, évidemment, il y a déjà plein, vous avez certainement autour de vous des gens qui sont affectés, qui ont été mis au chômage, remerciés, licenciés des programmes, des projets où ils intervenaient en appui aux producteurs agricoles, en appui aux transformateurs agricoles, en appui aux programmes aussi de nutrition, etc., n'est-ce pas, dans les écoles, bref, tous les gens qui travaillent de loin ou de près sur les questions de sécurité alimentaire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont, hein, bien sûr, les employés de USAID et de MCC, mais il y a beaucoup de gens actuellement. Ça percole et ça descend tranquille, assez vite d'ailleurs. Il y a plein de gens qui vont perdre leur emploi dans ces organisations d'aide, qu'elles soient nationales, internationales. L'UNICEF, par exemple, va être coupé de 20%. On parle de combiner plusieurs agences des Nations Unies qui vont être regroupées, hein, restructurées et combinées. Euh, donc, en, en- Allô? Oui, oui, très bien. Comme ça aussi. Oui, je suis allée. OK. Est-ce que je peux parler? Oui, OK, OK. Donc, les ONG, les bureaux d'études, moi j'anticipe qu'il y a dans les 2 ans à venir pas mal d'organisations, n'est-ce pas, qui étaient actives dans l'appui aux projets, à des projets de développement, incluant les projets de développement agricole et agroalimentaire et nutrition, etc., qui vont devoir fermer boutique. Et ça va avoir un impact significatif. Non seulement direct, parce que ces gens-là perdent des emplois, mais les gens qu'ils appuyaient ne vont plus avoir cet appui-là et donc ne pourront pas bénéficier de l'appui. Et il y a des effets d'entraînement de tout ça. Alors ensuite, il y a les effets des attaques sur l'enseignement et la recherche. Ça, c'est des chocs bon, qui sont à un peu plus long terme pour la sécurité alimentaire, mais il y en aura. Quand on coupe des budgets dans l'enseignement supérieur, dans la recherche aux États-Unis, on arrête des programmes de recherche, on coupe dans le nombre de visas d'étudiants étrangers aux études supérieures, et dans les bourses qu'ils reçoivent. Quand on détruit des bases de données, on vient en fait perdre une partie de la base de connaissances scientifiques. On va encourager un exode de certains enseignants et chercheurs de haut niveau. Alors peut-être que c'est intéressant, bien sûr, de récupérer certains de ces chercheurs au Canada ou en Angleterre, ou en Nouvelle-Zélande, etc., etc. Mais en pratique, c'est une chose d'avoir une personne, c'est une chose d'avoir un écosystème, hein, avec des équipes de recherche. Euh, et ces écosystèmes étaient en place et livraient quand même des résultats très intéressants et ils sont fragilisés. Et ça va réduire aussi la venue d'étudiants étrangers, hein, y compris au Canada en l'occurrence, hein, donc c'est pas juste les Américains, là. C'est plusieurs gouvernements qui pensent à ça ou qui le font à des degrés divers, évidemment. Aux États-Unis, c'est carrément violent, mais dans d'autres pays, il y a des réductions de venue d'étudiants étrangers. Or, ces étudiants contribuent au financement des universités, contribuent aux recherches, contribuent aux innovations et à ce qu'on peut appeler le soft power, hein. C'est évident que si un étudiant a été content de sa formation à Laval, ben, il va chercher par la suite à entretenir des liens avec
d'une part des camarades qui ont aussi été formés à Laval, mais aussi avec les professeurs, les chercheurs et avancer. OK? Alors, attendez juste un instant, j'ai quelqu'un qui m'écrit. OK. Alors, dernier élément, c'est l'effet du changement climatique global. On a une insuffisance de l'adoption et de l'application de politiques contre le changement climatique. Et on a aussi une résistance des consommateurs et des producteurs, hein. Donc, bien sûr, on a des gens qui sortent de l'accord de Paris, des choses comme ça. Mais on a aussi, il faut le dire, beaucoup de consommateurs et de producteurs qui finalement, bon, le changement climatique, oui, on le lutte à condition que ce soit les autres qui s'en occupent. Moi, j'ai pas envie de changer mon mode de vie nord-américain. J'ai envie d'avoir ma grosse voiture, mon gros char, comme on dit au Québec. Et je n'ai pas envie de changer de mon mode de vie où j'habite en banlieue et je vais tous les jours faire beaucoup de kilomètres pour aller en ville, pour aller au travail, etc. L'étalement urbain. Et on l'a vu quand le Canada, par exemple, a enlevé la taxe carbone sur l'essence, beaucoup de consommateurs étaient très contents. Donc, ce n'est pas juste les gouvernements, c'est facile de taper sur le gouvernement ou sur les politiciens. Mais en fait, je pense qu'il y a une résistance d'un nombre significatif de consommateurs et de producteurs et finalement de citoyens pour changer de comportement. Donc, évidemment, ces politiques de changement climatique ne se manifestent pas en général du jour au lendemain, mais il y a quand même une évidence de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de phénomènes climatiques extrêmes. On a des sécheresses et des feux. Au Canada, en ce moment, on a le nord du Canada qui brûle. C'est récurrent. Chaque été, chaque printemps même, ça commence au printemps, ça se finit à l'automne. On a des inondations, on a des glissements de terrain un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, évidemment, il y a des maisons qui partent, des terrains agricoles qui partent, et des gens qui meurent, et des emplois qui sont perdus. On a des tornades de plus en plus fréquentes, on a des ouragans, des cyclones, bref, une intensité, hein, il y en avait avant, mais vraiment une fréquence et une intensité de plus en plus forte. Et c'est directement lié au changement climatique. Je pense que les gens du, n'est-ce pas, du groupe qui travaille sur l'environnement, c'est démontré, je pense que c'est pas juste une hypothèse. Alors, ça réduit la production agricole, ça détruit le capital foncier, ça augmente les sans-abri, les entreprises en arrêt de travail, ça augmente les coûts d'assurance parce qu'évidemment, quand on détruit les maisons, ben, c'est sûr que l'assureur, où il prend l'argent, à un moment donné, il le répercute sur la prime d'assurance et à un moment donné, il n'assure plus parce qu'il n'est pas capable de rentabiliser donc son programme d'assurance. Donc, il va carrément refuser d'assurer. Donc, il y a des conséquences pour beaucoup d'acteurs. Et l'intervention, bien sûr, des États pour compenser les entreprises, les travailleurs qui ont été affectés par le changement climatique, quel qu'il soit. Il y a une tornade, il y a une inondation à Baie-Saint-Paul, etc. Il y a des gens affectés. L'État s'en occupe, c'est normal. Mais tout ça, ça coûte. Et qui paye? C'est nous. C'est les, les, les contribuables actuels. Et sinon, ben, on transfère la facture aux générations futures qui n'ont pas évidemment le droit de vote. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je voudrais quand même pas donner l'impression que c'est une série de catastrophes. Il y a des choses à faire, même si on s'entend que c'est quand même préoccupant, hein. Alors, la première chose, c'est d'abord de faire une identification des principaux risques, hein, identifier les principales menaces de différents ordres. Euh, Derrière la sécurité alimentaire, il peut y avoir des questions de risque financier, d'accès au crédit qui sont arrêtées, d'opérations, juridiques, stratégiques, au niveau technologie, etc., naturel. Bref, il y a une variété de risques. Et c'est important de les différencier parce qu'ils opèrent de manière différente et ils peuvent survenir à des moments différents et avoir des impacts différents. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de là, on va faire une matrice de risque, hein, où on va évaluer la probabilité d'occurrence de chaque risque et l'impact potentiel, hein, que ces risques pourraient avoir. Encore une fois, tout ça, c'est très classique. Mais certainement, ça peut s'appliquer à ces chocs qui viennent au niveau international.
Ensuite, il y a la question du traitement des risques. Comment on va mettre en place des stratégies, des actions pour prévenir, réduire, voire éliminer ces risques. Alors, à court terme, euh, je pense que c'est clair, les stratégies au niveau des producteurs, c'est d'adapter la structure de coûts aux revenus. Les revenus baissent, les coûts doivent baisser. Il n'y a pas de secret. Donc, on ensemence moins, on prend des semences de moins de qualité, on met plus d'engrais, on coupe la main-d'œuvre externe, on réduit les coûts, parce que les revenus ne sont pas là, donc on ne veut pas aller en faillite. Donc, c'est tout simplement une question de bon sens, de soutenabilité de l'entreprise ou du ménage. Euh, il faut réduire les coûts. Il n'y a pas de secret pour s'adapter au niveau de revenus. Les consommateurs, bah, ils adaptent leur panier de consommation. Et ils vont au strict minimum, ils font des substitutions entre les aliments, ils prennent des aliments moins chers, en moins de quantité, de moins de qualité, et ils mettent une épargne de précaution pour des coups durs. Donc, les consommateurs ont tendance à réduire leur consommation. Maintenant, à moyen terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Diversifier les fournisseurs et les clients. Donc, on va faire des ententes avec différents fournisseurs, différents clients pour avoir une approche de gestion de portefeuille. Donc, on ne veut pas dépendre d'un seul fournisseur ou d'une seule banque ou d'un seul client. On veut diversifier nos risques et répartir nos risques, en cherchant à diversifier aussi bien donc, du côté achat que du côté vente. On va chercher à établir des partenariats gagnant-gagnant avec des pays et à l'intérieur de ces pays avec des entreprises, avec des acteurs qui ont des avantages comparés complémentaires et qui respectent quand même les règles de droit international. Parce que ça, c'est la base. Si on ne respecte pas les règles de droit, ben, c'est très difficile de développer la confiance. Il y a des minimums de règles qu'on doit respecter. Sinon, c'est pas durable. Donc, l'idée, c'est qu'une diversification. Alors, lorsque c'est possible, transférer les risques à un tiers, c'est le cas de la compagnie d'assurance. Maintenant, les programmes d'assurance agricole existent, mais ils fonctionnent bien dans certains cas où il y a, je dirais, un montage où le degré de protection est limité. Si le degré de protection est fort et qu'il y a un gros choc, le programme n'est pas durable, n'est pas viable. Donc, les cas d'assurance, ça peut être le cas, ça peut aider dans certains cas, mais ce n'est pas une panacée. On peut innover pour avoir un avantage comparé par rapport à les concurrents. Donc, on va chercher à rester dans la même ligne d'affaires, mais on va chercher à innover pour développer un avantage comparé avec un produit nouveau ou un produit amélioré, etc., qui permet de maintenir une certaine demande par rapport aux concurrents. La diversification des productions, des fournisseurs et des clients. Un seul exemple que j'ai vu, par exemple, récemment, c'était au Togo, où dans le nord du Togo, traditionnellement, ils produisaient des productions vivrières type mil, sorgho, maïs, etc. Et là, ils sont passés à grande échelle à la production de soja pour le marché indien. Ok. Donc, on a des gens là qui s'adaptent et qui, voient leur capacité, ils ont une capacité d'adaptation et donc de développer de nouvelles spéculations, de nouvelles compétences, de nouveaux clients et s'adapter à ça. Et puis, bien sûr, préparer un plan de gestion du risque avec des scénarios budgétaires pour gérer le choc lorsqu'il survient. Donc, l'idée, c'est de dire, si nos revenus baissent, que ce soit, encore une fois, ça s'applique au niveau d'un ménage, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un projet, au niveau d'un programme gouvernemental, d'un budget de l'État, d'une organisation internationale. Ça peut s'appeler à différents niveaux, mais l'idée, c'est d'avoir des scénarios budgétaires où on a un scénario tendanciel, mais on est capable de faire des scénarios d'avance à froid, pas attendre qu'on ait le feu dans la maison pour savoir comment on va sortir, mais on a un plan d'évacuation, on a un plan de sorte de réduction où on sait qu'on essaye de couper à certains endroits qui font moins mal qu'ailleurs et qui nous permettent aussi de récupérer plus vite après le choc. OK? Donc, c'est finalement des méthodes classiques en matière de gestion de risque, mais qui sont adaptées, je pense, dans le contexte actuel.
Alors pour l'incertitude, c'est compliqué parce que par définition, on n'a pas de lisibilité. C'est la définition même de l'incertitude. Ok. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce que le président Trump va décider demain matin, qu'est-ce que un juge X va dire, va faire, qu'est-ce que la Russie va faire, qu'est-ce que l'Ukraine va faire, etc., etc., etc. Bref, donc c'est très on ne peut pas adopter des mécanismes de gestion aussi détaillés que ce qu'on vient de voir pour le risque. Par contre, il y a quand même je dirais, des règles générales. La première, c'est de rester calme, de ne pas paniquer, et d'être prudent, d'essayer de, malgré la limite des revenus, de garder un fonds d'épargne de précaution, dans la mesure du possible et d'aller vers l'action. C'est-à-dire à être proactif et aller chercher une diversification des produits, diversification des fournisseurs, diversification des banques, diversification des clients et des accords, comme on l'a dit, donc, des négociations avec les acteurs avec lesquels on a un peu plus de difficultés, qui nous embêtent un peu, mais par contre, essayer de développer des relations avec d'autres partenaires qui sont moins incertains. Euh, et enfin, d'être résilient. Bon, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que malgré un panorama, encore une fois, qui n'est pas évident, je pense qu'il y a des mécanismes d'autocorrection, en particulier au niveau des marchés. Je dis, c'est loin d'être parfait. Il faut bien sûr de l'intervention publique, c'est évident. Mais les marchés, en fin de compte, viennent sanctionner des mesures jugées complètement absurdes, non fondées sur des évidences empiriques et vont forcer, je dirais, à revenir à un minimum de bon sens. Et le gros avantage des marchés, c'est que c'est monsieur et madame tout le monde. On ne peut pas attaquer les Mhm. marchés. OK? On ne peut pas attaquer un marché. OK? Donc, c'est tout le monde, c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'épargne, c'est les RER, c'est tout ça. Tout ça, c'est les marchés, n'est-ce pas? Et c'est tout le monde presque tout le monde qui a des RER ou de l'équivalent, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens en tout cas. Donc, l'idée, c'est de développer Je pense que les marchés par eux-mêmes vont se rééquilibrer. Ça va prendre un certain temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il va y avoir des nouvelles chaînes d'approvisionnement qui vont se mettre en place. Euh, et je crois que ce mécanisme de marché de résilience de l'être humain des communautés, parce que c'est des actions qui se déroulent au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire, au niveau des villages, au niveau des associations de femmes, de producteurs, de jeunes, etc. Ces gens-là vont trouver des nouvelles manières de se débrouiller et de passer à travers ces crises. Donc, je suis quand même optimiste sur le moyen terme. Mais à court terme, c'est pénible, très pénible. Merci beaucoup, j'arrête là et je suis très ouvert à vos questions. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Pas du tout. Je répète, je ne sais rien. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je qualifierais ça de vraiment de mini masterclass qu'on vient d'avoir. Vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai une question dans le chat, aussi un commentaire plus, c'est ça, Olivier? Alors, la question, c'est pas, Sylvie, tu veux poser ça oralement ou bien je peux lire? Oui, je peux la poser. Mais avant de la OK, poser, j'aimerais dire à Monsieur Martin que si lui ne sait rien, nous non plus, on ne sait rien. OK, je te laisse aller, Sylvie. Alors, ma question est, quand vous avez parlé de l'effet du changement climatique et de la résistance face au changement climatique, vous avez mentionné un peu comment la résistance, on l'aperçoit ici ou on la vit ici. Mm. Mais dans les pays du Sud, Mm. pays qui sont aussi très fortement affectés par les changements climatiques et Oui, même plus dans oui. certains cas, quelle est la tendance? Est-ce que les gens sont de plus en plus résistants, de moins en moins résistants? Comment ça se compare à ce qu'on vit chez nous? Alors, c'est mitigé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, honnêtement, si on parle des gens très, très pauvres, ces gens-là ont vraiment une préoccupation de survie. OK? Donc, partout dans les pays pauvres, on va avoir des gens.
vraiment vulnérables, pour pas dire pauvres ou ultra pauvres. Et ces gens-là sont dans une préoccupation de survie absolue. Ils savent même pas ce qu'ils vont donner aux enfants le soir à manger. OK? Donc, ces gens-là, honnêtement, sont dans une préoccupation de leur horizon est Autre. vraiment une optique différente. Maintenant, c'est loin d'être le cas, comme vous le savez tous, dans les pays dits pauvres, en fait, il y a des gens très riches. D'ailleurs, il y a des inégalités de richesse énormes. Hein. Alors, dans les gens, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des mécanismes euh, je dirais, de redistribution. Je suis sûr que dans la plupart des collègues ici qui viennent de pays du Sud, c'est des gens-là qui sont des professionnels, contribuent non seulement à subvenir aux besoins de leur famille, mais à vraiment une famille élargie, à leur communauté, au village, etc. Et servent de filet de protection sociale, en fait, hein, qui n'existe pas. Hein. Bon. Alors, la situation, elle varie beaucoup selon la situation des gens. Moi, je pense qu'en même temps, il y a énormément, pour les gens qui ont un minimum de, de, de moyens de manger et de vivre à peu près correctement, il y a une génération de jeunes entrepreneurs très dynamiques. OK? Et entrepreneurs et entrepreneureux, hein, de jeunes hommes et femmes très, très dynamiques, qui n'hésitent pas à innover au niveau technologique, etc. Alors, évidemment, ils ont souvent des problèmes d'accès au financement. Hein. Parce qu'il n'y a pas tous les fonds pour les startups. Et il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. OK? Donc, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, je vois des gens vraiment innovants, etc. Et certainement dans des pays intermédiaires, comme le Maroc, où je suis actuellement, il y a vraiment, je suis frappé par la, 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 la florescence d'initiatives de jeunes qui créent leur boîte, qui créent des associations, qui essaient différents trucs, etc. Alors, évidemment, on est dans un pays où il y a quand même un écosystème institutionnel favorable. Il y a de la sécurité, il y a des infrastructures publiques, il y a quand même un minimum d'accès à des services d'éducation, de santé, il y a il y a des bonnes universités spécialisées en agriculture. On a un collègue chez nous, Magid, là, qui était prof à l'IAV, par exemple, qui est une bonne institution. Il y a des institutions solides de formation, d'appui aux agriculteurs. Il y a des centres régionaux d'investissement maintenant. Il y a toutes sortes de structures qui sont mises en place avec l'appui de l'État. Et il faut reconnaître, et je ne rentre pas dans la politique, parce que ce n'est pas du tout le moyen, mais certainement le leadership politique joue un rôle important. Quand vous avez un leader fort qui est engagé sur le développement et la croissance, et la politique sociale, ce n'est pas juste la croissance économique. Actuellement, un des volets, on travaille avec le gouvernement actuellement, c'est, oui, bien sûr, la croissance, la Coupe du Monde, etc., des projets structurants, mais aussi l'équité territoriale et la protection sociale. Ils veulent élargir la protection sociale à l'ensemble des citoyens marocains. Donc, il y a un écosystème institutionnel qui fait que moi, je suis optimiste par rapport encore une fois, c'est très contrasté. Il y a à la fois des situations attristantes et de survie, mais il y a aussi des situations, et honnêtement, plus innovantes que je trouve dans certains pays industrialisés. Euh, je connais un peu mieux le Québec et l'Europe aussi. Je trouve que des fois, les gens sont... Il y a à la fois des belles initiatives au Québec et au Canada, hein, il y en a des jeunes qui poussent et qui essayent, etc., y compris des immigrants. À y avoir Élie. Mais mis à part, il y a des initiatives, mais je trouve que par rapport à ce que je vois dans certains pays, au Panama, en Colombie, en Malaisie, au Cambodge, au Vietnam, enfin la liste est longue, d'initiatives. Beaucoup de créativité à Oui, partir oui, avec les oui, ressources qui sont oui, disponibles, c'est oui, ça? oui, Mhm. oui. Et vraiment prêt à...
des fois, je trouve que les gens dans nos pays industrialisés sont un peu, encore une fois, il y a à boire à manger. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, hein. Des entrepreneurs économiques, des entrepreneurs technologiques, des entrepreneurs sociaux. Il y a beaucoup de gens, entre autres au Québec, je pense, qui innovent et qui font des choses formidables. Mais en termes de nombre, il y a aussi beaucoup de gens qui poussent la pantoufle tranquillement, là, et puis qui attendent leur pré-retraite, et puis après moi le déluge, hein. Moi, je suis un baby boomer, hein. J'ai fait ma part. Démerdez-vous. OK? Je caricature, là, je m'excuse, là, mais je suis un baby boomer moi aussi, hein. Mais honnêtement, des fois, je me dis, écoutez, franchement, c'est pas correct ce qu'on fait aux générations qui viennent. C'est pas correct. Pas correct. Je me sens mal. Je vous comprends. Vous répondez à la Mhm. question d'une baby Mhm. boomer, alors. Je comprends. Merci. Mhm. C'est la même. Merci Sylvie, merci Frédéric. Olivier, ton commentaire, peut-être, je te laisse la parole, oui. Ok, bonjour monsieur. D'abord, merci pour votre exposé très intéressant. En ce qui concerne les marchés, je suis peut-être moins optimiste que vous, puisque je pense Mm. que les marchés ont tendance à marcher sur la tête souvent. Et donc, c'est pour ça que mon commentaire était plus sur, dans la gestion des risques, il y a un élément que j'ai pas vu, c'est la question qui concerne la relocalisation des systèmes alimentaires, ou aussi le changement d'approche dans la relation d'échange entre le client et le producteur. Euh, on parle beaucoup Mais, d'économie, d'un excusez-moi, échange purement spéculatif, mais il y a bien d'autres modes d'échange et il faut donner, je crois, à l'alimentation une valeur un peu différente de celle de simplement une vision économique. Sinon, on se retrouve eh ben, effectivement, on mange des fruits qui viennent d'Afrique du Sud, c'est merveilleux, on mange pas les nôtres d'abord, on fait faire beaucoup de déplacements à des fruits qui n'ont pas de goût parce que, évidemment, il faut, pour les amener jusque chez nous, il faut évidemment les traiter de façon à ce qu'ils et puis ils ne vieillissent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a ouais, beaucoup de moyens de changer notre système, de le rendre à la fois plus humain, plus proche du consommateur, et de le oui, relocaliser, et de le sortir de la démarche purement économique. oui. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. C'est un bon point. Je pense que, en fait, je pense que ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vers plus d'éducation. Moi, pour moi, il y a des échecs de marché, il y a des échecs de l'État. Il n'y a pas l'État ne marche pas, souvent il ne marche pas. Le marché, des fois, ne marche pas non plus. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de combiner non seulement les marchés, de combiner les politiques publiques dans des moyens, encore une fois, qui sont malheureusement souvent plus réduits qu'avant, mais aussi les initiatives citoyennes, hein, tout ce qui est secteur ONG, les initiatives citoyennes de gens qui, c'est, c'est- c'est une moi, j'ai souvent vu honnêtement, dans les programmes, je travaille par exemple pas mal sur les questions de microfinance, y compris pour les gens qui avaient le VIH. Ben, souvent, les organisations les plus adaptées, c'était des organisations non gouvernementales. Le marché n'était pas intéressé, c'était pas rentable, hein, les entreprises privées. L'État, bon, ben, eux, ils lançaient l'argent et puis, honnêtement, ils s'en préoccupaient pas plus que ça. En général, je caricature. Mais en fait, c'était les ONG qui étaient des gens de proximité, qui étaient capables de donner un service de proximité aux bonnes personnes et de la bonne manière. Donc, moi, je pense qu'il n'y a personne qui est un diable, il n'y a personne qui est un saint. Il y a plein de choses qui marchent plus ou moins qu'un cas, mais définitivement une combinaison comment on appelle ça, de choses. Quand je pense au marché, je pense surtout que c'est les seuls qui seront peut-être capables de raisonner Trump. En l'occurrence, les marchés, euh, on s'entend qu'ils ont un intérêt financier, hein. C'est très clair. C'est pas des enfants de cœur. Euh, Personne, vous y compris, si vous avez des REER au Québec, vous voulez perdre vos REER et ne pas avoir de capital quand vous allez prendre votre retraite. Hein, je pense que c'est pas, il n'y a pas à être complexé de ça. Hein. Alors, vous savez plus ou moins, je pense que la plupart des gens ne savent pas très très bien où sont sur leur REER, REER, ok? Et à quoi ça sert, dans quel foncé, machin, etc. Mais en fin de compte, moi, je pense qu'on est capable de limiter la casse. Jusqu'à présent, les seuls trucs, chaque fois que Trump a reculé, c'est à cause des marchés financiers. Hmm. Il se fiche du reste. Hmm.
Il se fiche comme de l'an 40 des organisations non gouvernementales et tout ça. Il détruit l'État, il détruit les programmes publics. Donc, le seul qui est arrivé jusqu'à présent, le seul mécanisme qui est arrivé à limiter la casse à court terme, Oui. c'est les marchés, parce qu'à un moment donné, les gens lui disent, ta politique, elle n'est pas viable et elle Mais va... si vous me permettez, oui. les marchés n'arrêteront pas les changements climatiques. Par contre, Ah, pas vont du tout, avoir pas un du tout, impact tout à là-dessus. fait. Ah Donc, non, tout à la fait. nécessité de changer notre système Oui, et nos logiques, oui, elle reste présente tout à avec ou fait. sans Trump. Et ça passe par l'éducation. Il n'y a pas de secret. Moi, je pense que on devrait. Bon, je pense que, encore une fois, je ne suis pas au courant. Hein, moi, mes enfants sont grands maintenant. Mais je pense que dans les écoles québécoises, par exemple, pour parler du Québec, mais encore une fois, ça s'applique aussi dans d'autres pays, il y a des programmes, il y a une sensibilisation des jeunes qui est faite aux questions de changement climatique. Mais ces programmes devraient être plus qu'une simple sensibilisation. On devrait vraiment euh, aller loin pour vraiment faire une éducation citoyenne, une éducation aux entreprises. Encore une fois, il y a des choses qui se font, hein, il y en a, mais on ne met pas beaucoup d'argent. Si vous regardez ce que met l'État sur ces machins-là par rapport aux subventions qu'il donne à d'autres secteurs, bon, alors c'est toujours aussi le court terme versus le long terme. Ils préfèrent sauver le secteur hôtellerie, hein, parce il y a des retombées économiques directes d'emplois, de taxes, etc. Et donc, ils vont mettre de l'argent à sauver des emplois actuels dans certains secteurs. Et puis, bon, le long terme, ben, oui, ça vient en deuxième. Ça, c'est le problème classique, hein, du court versus le moyen terme. Mais définitivement, je Oui. pense qu'il y a un bien public qui est l'éducation, qui peut être donné pas seulement à l'école, mais par toutes sortes d'associations, etc., y compris dans les entreprises, pour que les acteurs soient de plus en plus sensibilisés et poussent à modifier le comportement de l'ensemble des acteurs. Hmm. Il n'y a pas, c'est pas, il y a pas de solution unique. Je suis bien C'est d'accord avec vous. Un point que j'ai oublié de flexibilité. mentionner, à mon avis, juste Oui. pour dire, un point à mon avis qui différencie par rapport à la première question, c'est la pyramide des âges. Le problème qu'on a dans des pays industrialisés, et certainement au Québec, c'est qu'on est des pays de vieux, avec des préoccupations de vieux, hein. Alors que quand on est dans un pays comme le Maroc, comme actuellement on travaille au Gabon, on travaille dans plusieurs pays, mais enfin peu importe le pays, il y a un dynamisme. Les jeunes, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est des gens qui veulent monter leur vie, leur ménage, leur carrière, leur entreprise. Et donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ces nouvelles générations, comme je dis, de jeunes cadres qui sont bien formés et qui ont non seulement plein d'idées et des bonnes formations, mais qui ont cet esprit d'entreprise que des populations plus vieilles n'ont plus, tout simplement parce qu'ils ont d'autres priorités. Hmm. Excellent. J'ai trois mains levées. Joël, ensuite Mohamed, après Fidèle. Si vous pouvez aller courtement, une question. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Frédéric. Je tiens premièrement à féliciter votre présentation qui m'a particulièrement intéressé. Et voilà, donc moi, je suis Beledou Joël, je suis de la République démocratique du Congo. Et mon pays est réputé pour voilà, être dit pays régulateur. Ok, c'est-à-dire que grâce à nos écosystèmes forestiers, Mhm. Mhm. nous abritons d'importants puits de carbone. Oui. Euh, et il existe justement un problème avec les communautés locales. Le problème Mhm. est le suivant, c'est que nos communautés protègent depuis des générations au nom de la lutte contre le changement climatique. Or, Mhm. cette conservation limite parfois notre capacité à exploiter nos propres ressources pour répondre à nos besoins immédiats. Mhm. Donc, c'est comme pour dire que nous sommes là pour résoudre un problème que nous n'avons même pas créé, mais nous subissons tout simplement les conséquences. Donc, euh, cela soulève une tension, justement, d'un côté, les efforts mondiaux pour le climat, et de l'autre, la survie quotidienne des communautés qui ne voient pas toujours les effets directs du changement climatique, mais qui en subissent les conséquences.
Mhm. Euh, Maintenant, selon vous, ma question est de savoir quelle serait une réponse équitable et juste pour ces communautés locales face à ces injonctions à la conservation et comment concilier justement la justice sociale, la souveraineté économique, je dirais la souveraineté socio-économique de ces communautés. Et j'irai même plus loin. Je donnerai un autre exemple. Chaque année ici, le gouvernement congolais débourse plusieurs centaines de millions de dollars pour les importations. Alors, en même temps, nous ici, en ce qui concerne les secteurs agricoles, on, il y a des injonctions contre les engrais chimiques. C'est-à-dire ici, on recommande aux agriculteurs locaux de ne pas utiliser les engrais chimiques pour la production. Or, ces produits que nous importons chaque année sont des produits principalement cultivés, produits avec des engrais chimiques. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous recommandent de ne pas les utiliser. Conséquence, nous sommes dans le problème d'autosuffisance alimentaire et d'insécurité alimentaire venant de ces importations. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et comment nous pouvons réagir par rapport à cela? Merci, Joël. Frédéric? C'est toute une question que vous me posez là. C'est évident que moi, je pense que le défi pour certains pays, c'est d'atteindre, de sortir de cette trappe de pauvreté absolue. Hmm. Si Hmm. on a une communauté qui est dans une trappe de pauvreté absolue, la survie, c'est le court terme, c'est ça qui prime. Donc, il faut générer des revenus à tout prix et on n'est pas dans une optique de penser à ce qui va arriver dans 10 ans et encore moins dans les générations futures. Même si souvent, dans beaucoup de communautés africaines, et encore une fois, il y a énormément de variétés dans les communautés africaines, mais en tout cas, pour celles que je connais, il y en a beaucoup dans lesquelles il y a une préoccupation culturelle qui vient de l'histoire, de la culture ancestrale, de, de se préoccuper de non seulement respecter les anciens, mais de se préoccuper de ce qui va se passer pour les générations futures. Maintenant, ces communautés-là ont des préoccupations de court terme de survie. À ce moment-là, on peut comprendre qu'elles donnent la priorité à la génération de court terme de revenus, même si ça vient réduire certaines réserves naturelles, euh, certaines ressources non renouvelables, etc. Donc, euh, maintenant, je pense que l'idée, c'est que honnêtement, je pense que bon, dans votre cas, dans le cas de votre pays, qui est absolument un pays extraordinaire en termes de potentiel, le problème, c'est qu'il attire la convoitise de tous les pays voisins. Et il y a toutes sortes de jeux politiques et bon, géopolitiques, on va appeler ça comme ça, qui viennent compliquer de beaucoup la situation. Et encore une fois, on n'est pas là pour discuter de politique. Mais disons que vous avez à la fois beaucoup de chance d'avoir toutes ces ressources et en même temps, par définition, ça attire beaucoup la convoitise de gens qui en ont moins et qui veulent s'accaparer une partie de ces ressources. Donc, ça complique la situation passablement. Maintenant, moi, je pense que même avec le peu de ressources qu'a le gouvernement central, euh, euh, il y a, euh, il y a quand même moyen d'améliorer le, l'équilibre entre les besoins des populations dans les régions et dans les provinces et au niveau central. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau politique, souvent, le pouvoir central a un biais d'écoute vers les gens de la capitale, qui sont au pouvoir, enfin qui sont au pouvoir, qui sont proches du pouvoir. Et quand ils sont pas contents, ils peuvent tout casser, ils peuvent dégager le président ou le premier ministre, etc. Donc souvent, les gouvernements, par réflexe de survie, ont une écoute plus naturelle vers la population urbaine de la capitale, qui par définition est avant tout consommatrice. Hmm. Il y a d'abord une partie des gens qui sont dans la fonction publique et dans le secteur privé, ils vivent de l'import-export. Il y a des gens très riches dans l'import-export. Hein. Et donc, ces gens-là sont proches du pouvoir. Vous vous rappelez en Afrique du Sud, quand il y a eu le scandale avec le président, pas celui actuel, mais l'ancien,
avec les frères là, indiens, là, enfin indiens, sud-africains, mais d'origine indienne, voilà, qui ont, bon, honnêtement, détourné passablement de ressources centrales. Donc, bon, encore une fois, le Congo, c'est un pays. Est-ce que Oui, j'ai on entend bien. l'impression que j'ai un écho? Non? Non? C'est bon? C'est bon ici. Donc, alors, c'est bizarre, j'entends un écho. Le microphone, Allô? c'est ça? Oui, allô? Allô? C'est bon? Oui, on te reçoit Bon. bien. En fait, quand on est à Kinshasa, on est très loin de Kisangani, de tout ça, ok, de Bukavu, c'est tellement des réalités différentes. Et donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est aussi travailler au niveau des gouvernements régionaux, pas juste au niveau des gouvernements centraux, parce que le gouvernement fédéral ou central, il peut mettre en place certainement des règles générales, mais après, c'est vraiment au niveau des gouvernements régionaux et on peut faire pression sur ces gouvernements régionaux, provinciaux, en l'occurrence en RDC, pour développer des programmes. Parce qu'il y a des régions qui sont quand même assez riches. Dans la région du Katanga, par exemple, il y a de l'argent, ok, avec tous les revenus miniers qu'il y a. Même s'il y a beaucoup de coulage, il en reste que c'est des gens quand même, il y a des gens très riches là-bas. Donc, moi, je pense que c'est une question d'arriver à mettre en place un minimum de services publics, de sécurité, de santé, d'éducation, pour qu'on puisse rentrer dans une dynamique où les gens vont être capables de ne pas penser seulement à la survie à court terme, mais de gérer le court et avec le moyen terme. Ce que je vois d'intéressant, par exemple, au Maroc, c'est bizarre, il y a un écho, non? J'ai un écho? C'est une idée ou... T'as pas d'écho, toi, Ellie? Non. Bon, en tout cas. Donc, tant mieux. Alors, ce que je vois, par exemple, au Maroc, c'est que, oui, le gouvernement central essaye, bien sûr, de faire des choses, mais là, il y a une préoccupation pour développer des initiatives régionales. Donc, et que les régions deviennent plus autonomes. Alors, il y a l'aspect déconcentration, puis il y a l'aspect décentralisation, et qu'on définisse dans dans chaque province une stratégie beaucoup plus proche de la réalité locale. Parce que les situations varient beaucoup. Dans un pays comme la RDC, c'est tellement grand, c'est tellement des réalités différentes que on ne peut pas avoir une stratégie uniquement nationale. Donc, je pense que les gens des provinces sont plus proches aussi des communautés, de leur réalité. Que le gouvernement central qui, par définition, bon, a une perspective plus globale, moins proche des réalités locales et encore une fois très influencé par la pression des groupes d'adhérents, des groupes d'intérêts locaux de la capitale. Je ne sais pas si Très j'ai bien. répondu à votre question. Oui, Honnêtement, la RDC, c'est complexe. Parce que ouais. c'est un pays continent. C'est un peu comme le Brésil, la RDC, c'est des pays qui sont presque ingérables. Parce que c'est tellement gros, tellement complexe et en plus, les structures de gouvernance sont fragiles, il faut bien le dire. Donc, il y a des capacités individuelles très bonnes, hein. Il y a des collègues congolais qui sont de très, très bonne facture, très bien qualifiés. Mais les systèmes de gouvernance sont fragiles. Alors, et c'est là que je pense les partenaires techniques et financiers pourraient jouer un rôle plus actif, peut-être avec certains indicateurs plus de soutenabilité pour avoir qu'il n'y ait pas juste des indicateurs de résultats à court terme, mais qu'il y ait des indicateurs dans le cadre de performance, des projets, des programmes d'aide qui prennent en compte des indicateurs de moyen terme. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric. Excellent. Mohamed, est-ce que tu as baissé ta main, sinon fidèle? Bonjour. Oui. Une Bonjour tout le question. monde. Bon, moi d'abord, On va marquer le je temps. félicite le conférencier, monsieur Frédéric Martin, Oui. pour la clarté de son exposé, cette brillante communication. Est-ce que tu peux aller Donc, directement à ta question, Mohamed, je le s'il te remercie plaît? beaucoup.
J'ai un commentaire et quelques questions. D'abord, Vas-y. il a parlé, tout au début de sa communication, il a parlé de plus de 3 milliards de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition et du sévère à travers le monde. Je voulais savoir, est-ce qu'il a déjà une zone, j'allais dire une zone rouge en Afrique ou en Asie ou même en Amérique, surtout du Sud, qui souffrent, là où les gens souffrent de l'insécurité alimentaire. C'est d'un. De deux, il a cité beaucoup de pays, en commençant par le M22, M23, Mohamed, en tout cas, j'en Mohamed, passe. Mais en tout allô? cas, je crois que le plus gros problème qui se pose, en tout cas au niveau de la sécurité alimentaire, c'est l'embargo de Gaza et c'est l'Ukraine. On a tous vu ce qui se passe à Gaza et on a tous vu le barrage à côté de, en tout cas, entre la Russie et l'Ukraine qui a été détruit en pleine guerre. Donc, ce sont des choses qui impactent directement la sécurité alimentaire mondiale. Donc, je passe. Il a passé encore, sans parler de l'impact néfaste qu'on connaît tous de la COVID-19 sur le transport maritime à travers le monde, surtout qu'ici, en tout cas, dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, nous, on souffre de ce problème de transport. Parce que la plupart des denrées alimentaires proviennent de la Chine, de l'Inde, en tout cas de l'Asie du Sud-Est. Donc, le prix j'allais dire, a triplé, même a doublé maintes fois. Donc, c'est là. J'ai un autre problème qui concerne, en tout cas, j'allais dire, Mohamed, c'est l'occidentalisation de la cuisine mondiale. je pense qu'on va peut-être, Frédéric, si tu peux répondre à cette question. On n'a pas beaucoup de temps. Quelle est la question précise? Quelle est la question précise? Je parlais de le fait que, peut-être, je pense que c'est plus un commentaire là, par le fait que avec la COVID, Oui. la COVID aussi comme a été comme un choc externe, interne, qui a comme fragilisé en termes d'approvisionnement dans certains pays. Oui, oui. Oui, c'est sûr que la COVID a été un gros choc, hein, et a commencé à détruire les filières d'approvisionnement. Il est clair que la- 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 on sort à peine du choc de la COVID et on rentre dans une autre série de chocs, hein. Mais cette fois-ci provoquée de manière délibérée, alors que je pense que dans le premier cas, c'était peut-être moins évident. Est-ce que je peux terminer Donc, cette oui, je série vous de en questions? prie. Oui, je vous en prie. Donc, les guerres d'aujourd'hui, la situation à travers le monde a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre entre des troupes, mais maintenant, c'est une guerre qui concerne surtout la nutrition, l'alimentation, qui concerne des cheptels, qui concerne des champs, qui concerne des barrages. Donc, la technique mondiale de la guerre a changé. Donc, ça impacte directement la sécurité alimentaire à travers le monde, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs. En tout cas, maintenant, c'est une guerre, c'est une réelle une guerre anti-humanitaire. Vous avez parlé un peu de ce que je peux qualifier de risques et d'incertitudes sociaux, environnementaux et surtout technologiques. Vous n'avez pas parlé de cet aspect technologique qui concerne surtout l'intelligence artificielle qui maintenant impacte directement ce qu'on fait tous les jours. C'est d'un côté. Le deuxième côté, quelles sont, selon vous, les mesures d'accompagnement que vous allez proposer peut-être pour, en tout cas, nous, dans cette partie du monde, l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en tout cas, faire face aussi bien au changement climatique que cette révolution informatique et informatisée. Je vous remercie. Merci. Frédéric, tu peux peut-être aller rapidement par rapport à cette question. Oui, je pense ça demanderait honnêtement, c'est une question qui est il y a plusieurs volets dans qui pourraient répondre sérieusement. Moi, mais disons, pour faire simple, et au risque de caricaturer, je pense que pour le premier point sur l'intelligence artificielle,
c'est comme n'importe quelle technologie, ça peut être très utile comme étant très néfaste. Ça dépend comment c'est géré. Donc, je pense qu'il faut définitivement se doter au niveau de chaque pays d'une commission de régulation de l'intelligence artificielle et de mettre des normes et des garde-fous par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle-là. Évidemment, c'est pas toujours facile parce que il y a les pouvoirs des entreprises qui gèrent ces logiciels-là sont très très puissants. Même les pays européens n'arrivent pas difficilement à se défendre par rapport à ces firmes souvent américaines. Mais je pense que l'intelligence artificielle, elle peut apporter beaucoup de, de facilité. Évidemment, ça suppose que les gens aient une compétence numérique. Un des problèmes qu'on a, c'est que beaucoup de gens encore dans les milieux ruraux, n'ont pas accès à Internet nécessairement de qualité, parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir un minimum de bande passante. Là, ce n'est pas un petit appareil de base qui va fonctionner, mais le producteur est capable d'aller chercher des informations sur les marchés. Il est capable d'aller chercher des informations sur donc, les opportunités de marché, les prix des intrants, le prix des extrants. Il est capable d'aller chercher de l'information technologique sur des conseillers agricoles, etc. Bref, il y a toutes sortes d'informations pertinentes sur l'intelligence artificielle, mais encore faut-il que le producteur ou la coopérative de femmes, etc., puisse avoir la compétence numérique pour être capable de le faire. Je pense que ça, c'est gérable avec les jeunes. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, maintenant, c'est les jeunes de 15 ans, 20 ans, qui sont devant leur machine et qui expliquent à leurs parents ou à leurs grands frères comment fonctionner. OK? Voilà, donc je pense que les jeunes sont eux, ils sont à l'aise là-dedans. OK? Donc eux ils vont arriver à gérer ça. Donc moi, je pense que s'il y a un minimum de garde-fous, ça peut être vraiment une source d'information pour que les producteurs africains aient accès à la base de connaissances mondiales. Encore une fois, s'il y a un minimum d'infrastructures qui permet l'accès à Internet de manière correcte. Pour ce qui est du changement climatique, c'est le résultat, on en a déjà parlé, c'est le résultat de beaucoup de facteurs. Il n'y a pas un seul facteur. Et actuellement, actuellement, au moment où on se parle, je pense que si vous regardez les programmes des gouvernements, y compris au Canada, le changement climatique est mis de côté parce qu'il y a des priorités de court terme. Et chez vous, c'est encore bien plus le court terme. Il y a beaucoup de gens qui ont faim, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de revenus, qui ont besoin d'emploi. Hein. Donc, mais même au Canada actuellement, hier, il y a eu le discours de ce qu'on appelle le discours du trône, qui est le discours de politique économique et sociale du gouvernement pour l'année qui vient. Le premier, enfin c'est le roi qui a parlé, mais c'était le discours du Premier ministre. Il a à peine mentionné le terme changement climatique. Parce que la priorité, c'est de ne pas se faire annexer par les États-Unis. OK? Donc, il faut arriver à survivre à ça. C'est ça la priorité absolue. Donc, et je pense que c'est une priorité qui est partagée par beaucoup de citoyens qui n'ont pas envie de devenir américains. Bon, maintenant, une fois, comme on dit, s'il plaît à Dieu, qu'on arrivera à passer à travers cette mauvaise passe, ben là, on pourra se dire, OK, maintenant que ça s'est réglé, on a traité à peu près cette menace. On peut se permettre de penser à un peu plus long terme et de revenir à des préoccupations de taxes carbone et comment avoir des actions de politique publique et de fiscalité incitatives pour mettre en place des comportements de production comme de consommation ou de transport, de commerce qui soient beaucoup plus durables. Mais actuellement, on est reparti dans l'autre sens. On est reparti dans un truc très court-termiste, OK? Et qui plus est, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi tout le problème de l'évidence empirique. Le problème, c'est que les gens avancent avec des nouvelles qui sont fausses.
Et donc, on n'a pas de dialogue scientifique. Déjà, quand on est entre scientifiques, on n'est pas toujours d'accord, hein. On n'a pas toujours les mêmes mesures, on n'a pas toujours le même poids sur les différentes variables. Mais au moins, on se parle et on arrive en général à dégager quand même un consensus, hein, ou une voie moyenne. Alors que le problème actuellement, c'est qu'on nie tout le capital de tout ce qui fait pas, qui n'est pas cohérent avec notre cadre cognitif actuel, on le renie. OK, on n'accepte pas la dissonance cognitive. Tout ce qui n'est pas cohérent avec mes préjugés, je les rejette. Et je dis que c'est du n'importe quoi, c'est un menteur, c'est un agent de l'ennemi, c'est n'importe quoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une manière d'avancer comme ça, là. OK? Donc, je pense qu'actuellement, les gouvernements essayent de gérer ça le mieux qu'ils peuvent. Et il va y avoir une recomposition mondiale devant nos yeux actuellement qui est en train de se jouer. Évidemment, la Chine est le grand gagnant de cette recomposition qui ne pouvait pas espérer se passer plus vite. Mais en même temps, les Chinois, ils n'ont pas non plus une solution parfaite parce qu'actuellement, les chercheurs chinois, il y a de moins en moins de libre pensée scientifique, je dis bien, hein. Et donc, ça, à terme, il faut que les chercheurs, les universitaires, etc., aient une certaine liberté de penser dans leur domaine technique. On ne parle pas de politique, là, hein, on parle de domaine technique. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la connaissance. C'est en essayant des idées nouvelles, des technologies nouvelles. Et c'est un processus essai-erreur. Et donc, je ne crois pas que le modèle chinois actuellement, tel qu'il est pratiqué, parce qu'il a évolué le modèle chinois lui aussi, soit à terme très favorable à l'innovation. À court terme, je dirais qu'ils sont de loin les meilleurs parce que c'est tellement mal d'un côté que par définition, on va vers l'autre. Mais comme vous le savez, en Afrique, les projets africains, les projets plutôt chinois en Afrique, ont été souvent des projets d'infrastructure. All included, là c'est le forfait, hein, c'est pas le forfait vacances, c'est le forfait projet. On vous construit un stade, un palais de la présidence, hein, etc. On importe tout, non seulement les matières premières, mais on importe les ouvriers, les ingénieurs, tout est OK, et on vous livre le stade, c'est tout inclus, hein, c'est un prêt à utiliser. Alors c'est bien parce que ça fait une infrastructure. Mais après, la soutenabilité, les frais récurrents, la Zambie, par exemple, se mord les doigts hein, d'avoir fait trop de produits chinois, d'avoir trop de projets chinois d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de caractère durable. Les routes sont dans un état déplorable, elles se désagrègent, et le gouvernement n'est pas du tout content de ça. Donc, je ne crois pas que ce soit non plus la panacée, hein. Donc, actuellement, moi, je pense que la meilleure organisation, c'est que chacun s'organise dans sa région, avec ses pays, OK, avec les pays voisins, les pays complémentaires, les gens qui sont dans le même espace régional, mais complémentaires. Je pense que, par exemple, moi, ce qui me fait un peu de peine, je vous le dis honnêtement, c'est que et j'ai beaucoup travaillé dans la zone du Sahel et aussi dans les pays côtiers en Afrique de l'Ouest. Euh, Actuellement, je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait ces petites bisbilles politiques, OK? Parce que en fin de compte, les pays sahéliens et les pays côtiers ont tout à gagner à échanger. Non seulement il y a beaucoup de mariages internationaux, on voit hein, le Thiam là, qui se fait refuser, on a vu déjà du temps de Ouattara, enfin bref, les gens sont burkinabés, ils sont ivoiriens, etc. Bref, c'est très difficile de départager et ça n'a aucune importance, au contraire. Autrefois, ça posait aucun problème. Donc je pense que la convergence doit se faire sur des pays qui ont des avantages comparés à commercer, comme ça s'est fait pendant des siècles entre les pays sahéliens et les pays côtiers, parce qu'ils ont des avantages comparés naturels. Ensuite, après, à les diversifier avec les Turcs, avec les Chinois, avec les Malaisiens, avec certains pays latinos. Il y a très peu d'échanges entre les pays latinos, un peu le Brésil. Je pense qu'il faut faire du sud-sud aussi. Il faut faire au lieu de faire simplement je pense que l'époque nord-sud au sens pays d'Europe versus l'Afrique,
Encore une fois, le Maroc gère très bien ça. Moi, je suis impressionné par comment le Maroc gère ça. Ils vendent très bien en Europe, ils vendent très bien, hein, mais ils font plein d'autres choses, plein d'autres choses. Et je pense que c'est une stratégie discrète, tranquille, mais qui est une stratégie de bonne entente avec presque tout le monde. Hmm. Et bon, à part leurs voisins directs, là, l'Algérie, on s'entend que c'est pas l'idéal. Mais à part ça, là, ils vont chercher des partenariats, hein, euh, euh, et, vraiment pointus dans les pays où il y a des complémentarités. Et ce n'est pas une solution, un bascule unique États-Unis ou Europe vers la Chine qui va marcher. Les Africains doivent se développer par eux-mêmes. Euh, et, et- et je pense que, et là je vais être provocateur, mais je pense que oui, j'ai mentionné les programmes d'aide internationale vont baisser. Oui, il va y avoir des répercussions dramatiques sur les bénéficiaires de ces programmes. Mais d'une certaine manière, il y a un effet positif, c'est que les gens vont se débrouiller par eux-mêmes. Et on va couper cette espèce de lien malsain de dépendance vis-à-vis de l'aide. Moi, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Jamais, jamais été à l'aise. Ça fait 40 ans que je travaille dans ces pays-là. J'ai jamais, moi, je ne suis pas à l'aise. Donc, je pense que le fait que l'aide baisse, oui, c'est mal à court terme, mais à moyen terme, c'est mieux parce que vous êtes indépendant, vous vous débrouillez, vous gérez ça comme vous voulez. Et encore une fois, les jeunes générations de cadres vont prendre la relève des vieux schnocks là, qui s'accrochent au pouvoir. Et bon, les choses vont évoluer. Excellent. Écoutez, on a dépassé de 11 minutes notre session d'aujourd'hui. J'anticipais que ça allait déborder vu la thématique. Et c'est ça qui fait que j'ai qualifié, on est comme en master class, mini master class. Donc, je sais que plusieurs doivent quitter, mais il y a plusieurs questions aussi qui restent. On va prendre la question des fidèles. Fidèle, peut-être juste une question, s'il te plaît. Ok, merci bien Frédéric pour la présentation. En fait, moi, je voudrais partager mon pessimisme avec vous et entendre un peu là-dessus. C'est la question des conflits notamment dans le Sahel, dans l'AES, parce que moi, j'ai travaillé sur l'accès humanitaire dans ces cas de figure-là. Je vois que c'est des conflits alors, même si les organisations humanitaires évoquent que l'insécurité alimentaire est beaucoup plus liée au conflit qu'à autre chose, je trouve qu'on en parle peu comparativement à la question des changements climatiques. Et actuellement, on voit que dans certaines zones vraiment de ces pays-là, on n'a pas besoin de sécurité alimentaire, on a juste besoin, les populations ont juste besoin de survivre. Parce que quand on voit les indices, on voit qu'avec le déplacement massif des populations, on observe beaucoup de pertes en termes de parcelles cultivables qui peut aider à mobiliser, bien entendu, à engranger en termes de sécurité alimentaire. Moi, je reste vraiment pessimiste parce qu'on en parle très peu, mais je pense que l'urgence est plus là-bas qu'en termes de développement. C'est vrai que, alors, on est du même avis que l'aide au développement, à la longue, c'est vraiment pas profitable pour les pays, mais pour les questions humanitaires, d'ordre humanitaire, alors, moi, je pense que ça devait être beaucoup plus au centre des débats. J'aimerais entendre votre avis là-dessus. C'est vrai que vous avez commencé, mais Là, alors, je vais vous entendre. Merci. Merci, fidèle. c'est une question qui est très complexe parce que elle est sensible et elle demande aussi une analyse très fine au niveau local. Et la situation n'est pas tout à fait la même selon le pays, selon la région, etc. Mais ce que je pourrais dire de manière globale, c'est que moi, pour lutter contre le terrorisme, euh, je ne dis pas qu'on doit rester indifférent aux gens qui sont massacrés régulièrement dans les villages. On sait que dans le nord du Burkina, par exemple, et c'est le cas aussi dans le nord du Mali, dans le nord du Niger, dans la zone des trois frontières, etc., il y a vraiment des massacres, et au Nigeria aussi, hein, en l'occurrence. Il y a régulièrement, évidemment, on n'entend pas beaucoup parler dans les médias occidentaux, mais quand on suit un peu plus l'activité africaine, on est malheureusement informé sur ces réalités-là. Même si les gouvernements au pouvoir contrôlent l'information et ne cherchent pas à la diffuser parce qu'évidemment, ce n'est pas favorable à leur image. Et moi, je pense que les solutions militaires ne règlent pas le problème. Il faut s'asseoir à table,
sous l'égide des autorités traditionnelles. Il y a des chefs religieux, il y a des chefs de terre, il y a des chefs, il y a des personnes respectées par tout le monde, hein, qui, j'espère, amèneront les gens au sens commun et, et arrêter de se faire des attaques et des contre-attaques et on nourrit le conflit et tout ce que ça fait, c'est empire la situation. Ça fait très longtemps. Moi j'ai commencé en Mauritanie en 81-82. Il y avait déjà des conflits avec les éleveurs et les gens dans la région du fleuve, hein, Sénégal, au sud. Il y avait déjà des conflits entre les éleveurs qui voulaient passer, évidemment, faire passer leur bétail et les gens qui cultivaient. Ça existe depuis des siècles et des siècles. Mais bon, des fois, il y avait une petite bataille, ils se tapaient dessus avec les bâtons et tout ça. Mais il n'y avait pas que les conflits comme on fait maintenant avec les égorger les gens, tuer les femmes, les bébés, les machins. C'est horrible. Donc, moi, je pense que et le gouvernement militaire, et je dis ça sans jugement politique, je parle ça d'un point factuel. Je pense que la solution, elle n'est pas militaire. La solution, elle doit être de s'asseoir, de revenir à la sagesse traditionnelle, coutumière, de trouver. Il y a dans beaucoup de pays africains une justice traditionnelle qui existent, des mécanismes traditionnels qui varient en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Il faut s'adapter au contexte. Mais ils existent, ces mécanismes-là, et ils sont loin d'être mauvais. La justice moderne importée du modèle occidental, elle est à toute fin pratique non applicable et non appliquée d'ailleurs, hein. Et la solution militaire, elle ne marche pas. Donc il faut s'asseoir et revoir pour que la frustration des laissés-pour-compte, hein, des marginaux, des zones du Nord qui ont été longtemps marginalisées au profit des zones du Sud soient prises en compte et qu'on trouve un terrain d'entente pour qu'il y ait une redistribution des ressources, exactement comme au Canada, on est en train progressivement de le faire avec les Premières Nations, pour que ces Premières Nations aient des ressources qu'ils gèrent eux-mêmes. Et souvent, ces Premières Nations ou ces sagesses ancestrales ont une bien meilleure conception du développement durable. Ok. La notion de développement durable, nous, c'est nouveau dans l'Occident. Mais enfin, ça fait quoi, 50 ans. Mais eux, ça fait des siècles et des siècles qu'ils parlent en développement durable. Ok. Vous savez mieux que moi, dans beaucoup quand on va écouter les vieux, ils vont vous dire quoi? Je m'arrête là. Excellent. C'est bon. Merci Frédéric. Merci à tout le monde. Donald, tu veux poser ta question, c'est ça? Tu veux parler d'Haïti? Oui, non, mais Haïti, mais face à la situation géopolitique, donc on parle actuellement de l'augmentation des taxes. Et bon, quel serait l'impact de cette situation sur la sécurité alimentaire? Deuxièmement, quel comportement un gouvernement doit appliquer ou adopter pour en faire face? Des questions. Merci. On a déjà répondu. Oui, j'ai déjà répondu. C'est évident que l'impact va être négatif, hein. Les taxes, les taxes, c'est en général mauvais. Dans certains cas, une certaine taxe temporaire sur certains produits bien particuliers, s'il y a eu du dumping, par exemple, quand les Chinois font du dumping de leur acier, qu'ils n'ont pas réussi à vendre sur place parce qu'ils ont une crise de l'immobilier, et donc ils n'arrivent plus, leur marché domestique n'est plus capable d'absorber l'acier, ben, ils le dompent, hein, si vous me passez l'expression, sur le marché international à des prix ridicules. Là, c'est normal que, je dirais, les pays disent, bah, écoute, ton acier, tu peux pas le vendre, tu le vends à bas du coût. C'est pas normal. Donc, à ce moment-là, une taxe à l'importation pour rétablir une justesse enfin, ça me paraît normal. Mais sinon, les tarifs tels que c'est fait, surtout des tarifs aussi, quand on commence à imposer des phoques ou des, je sais pas quoi, des manchots pèlerins au sud de l'Australie, là, et de la Nouvelle-Zélande plutôt, c'est d'un ridicule achevé, quoi. Je veux dire, on parle de n'importe quoi, là. Je veux dire, on met des taxes sur des manchots. Qu'est-ce qu'ils produisent, les manchots, à part en tout cas, des crottes de manchots, peut-être, qu'on peut récupérer, mais et eux, ils ne le font pas, en tout cas.
Alors, bref, c'est pour dire que les taxes, à mon avis, c'est mauvais. Maintenant, les stratégies, encore une fois, il n'y a pas d'analyse transversale, générique qui s'applique à tout le monde. Il faut faire une analyse. Moi, je pense beaucoup plus, c'est ce que je vous ai proposé, suggéré, c'est faire une analyse dans votre situation à vous, par rapport à votre région, même pas dans votre pays, dans votre région à vous. Quelles sont les sources de risque, OK? Et les niveaux de risque, à quel niveau, etc. Faire toute l'analyse et à partir de là, trouver des solutions qui passent par vos actions à vous, à votre niveau, et des actions nationales et des actions internationales. Je pense qu'il n'y a pas une recette toute faite, magique, là, qui va régler tout ce problème-là. C'est pas vrai. C'est faux. Mais déjà, Excellent, merci. si on a le respect, OK? La base de toute négociation, c'est le respect. OK? Alors ça, c'est la base. Il faut qu'on soit respecté. OK? Chacun respecte l'autre. Ensuite, on doit parler d'évidence empirique. On ne doit pas inventer des chiffres, des 300 milliards, des 100 milliards, je sais pas, en racontant n'importe quoi. C'est là que vous, professionnels, qualifiés, chercheurs, universitaires, vous avez, à mon avis, un mot important à dire parce que vous avez étudié, vous travaillez avec une approche scientifique. Et donc, vous avez une contribution importante à partager des évidences empiriques valides. Et elle est diffusée. Moi, je pense. Excellent, excellent. Merci. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais on va devoir arrêter ici. C'est sûr qu'on va continuer à rester en contact. Très rapidement, Plandi, est-ce qu'en 1 minute, tu peux faire ressortir quelques messages? C'est très, très intéressant aujourd'hui. Oui, vas-y. Oui, OK. Donc, au terme de cette conférence, nous allons comprendre qu'une réalité s'impose à nous face à une urgence particulière. La sécurité alimentaire mondiale, comme on l'a vu, traverse aujourd'hui une crise sans précédent et confrontée par multiples facteurs internationaux, comme nous l'avons vu, des conflits qui perturbent les chaînes d'approvisionnement, les changements climatiques qui menacent les récoltes et les rendements agricoles, et l'instabilité économique qui fragilise également l'accès à une alimentation de base pour près d'1 milliard de personnes. Et face à ces défis, nous ne pouvons plus nous contenter des réponses nationales isolées comme on l'a vu. Et la voie vers une sécurité alimentaire durable exige donc une approche globale, coordonnée, combinant innovation technologique, coopération internationale, renforcée et investissement massif dans l'agriculture résiliente et durable, comme on l'a vu tantôt. Et une chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que la sécurité alimentaire n'est pas seulement un enjeu agricole, mais c'est un pilier fondamental de la stabilité mondiale et de la paix internationale. Et retenez également qu'aucun pays ne peut faire face seul à cet enjeu, à cette urgence particulière. Et donc, l'heure n'est plus à la réflexion, mais plutôt à l'action concertée, parce que la faim ne connaît ni frontières, ni délai, et notre responsabilité collective nous commande donc d'agir dès maintenant pour garantir les générations futures où la nourriture sera devenue un privilège plutôt qu'un droit fondamental. Merci beaucoup. Merci, Plandi. Merci pour ce petit résumé-là. Jimmy collabore avec Frédéric. Je ne sais pas, Jimmy, si tu veux en 30 secondes glisser un mot, sinon on va clôturer cette session. Jimmy? Il est muté. Ouais, c'est ça. Ton micro est fermé, c'est pas... OK. Moi, je voulais prendre le temps vraiment Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour cette mini masterclass. Merci à tout le monde. Merci pour votre patience. On a vraiment débordé aujourd'hui, mais c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres questions qui restent, mais on va devoir arrêter. Merci pour l'engagement aussi de tout un chacun pour Bonjour, Eddie. les enjeux de la sécurité alimentaire, comme Plandi l'a dit. Il faut être en action, chacun doit, en ce qui le concerne, faire sa part. Et tu permets, Eddie? Oui, je vais te donner ta D'accord, question.
Je vais te D'accord, ça donner marche. tes 30 secondes, mais t'en fais pas. Ouais, donc, c'est ça. Je pense qu'on est comme à notre dernier midi conférence avant la période estivale. Donc, on aura une pause estivale et on va reprendre en force en septembre avec une autre série de midi conférences. Donc, c'est vraiment, on voit que c'est ça, c'est vraiment interpellant et c'est très riche aussi en termes de contenu, mais il ne faut pas qu'on soit juste en mode écoute, mais il faut aussi se mettre en action. Tout geste, aussi petit que soit-il, fait une différence. Donc, il faut qu'on soit en action. Parce que c'est pas, on parle des chiffres, mais regarde, derrière les chiffres, c'est des humains, c'est des personnes. Donc, il faudra être en mode, pour être en action pour que les choses puissent changer. Jimmy, 30 secondes. Oui, en 30 secondes, merci. Et je remercie encore Frédéric pour cette masterclass sur la sécurité alimentaire dans le contexte actuel. Je m'appelle Jimmy Bakama, je travaille avec Frédéric depuis 2016. Donc, j'avais juste 3 points à souligner concernant ce nouveau contexte. Le premier point, c'est que le premier clin d'œil ou la piqûre de rappel en matière de sécurité alimentaire que j'ai vécu personnellement, c'était à la période de la COVID, où les chaînes d'approvisionnement ont été vraiment paralysées. C'est là où j'ai raconté à mes enfants, est-ce que vous connaissez d'où vient votre brocoli? Et en visionnant les documentaires sur les chaînes d'approvisionnement, ils ont quand même se sont rendus compte que c'était pas évident. Donc, l'approvisionnement ou l'accès à la nourriture peut être stoppé, même si il y a l'argent. Donc, le deuxième clin d'œil, c'est avec ce contexte imposé par la nouvelle élection de M. Donald, et ça démontre que il y a une évolution. J'en discutais d'ailleurs cette dernière semaine avec Frédéric, et c'est aussi un sujet que je vous soumets en tant que chercheur. Regardez bien la coopération internationale ou le financement de la coopération internationale dans le domaine qui nous concerne est en train de changer. C'est vraiment en train de changer. Les coupures dans les agences onusiennes, il n'y a pas de pitié. Et heureusement qu'il y a une agence onusienne quand même qui fonctionne comme une banque, le FIDA, qui parvient à garder ses financements. Parce que son portefeuille de financement est assez diversifié. Mais ce que je voulais dire là, en troisième et dernier lieu, c'est que les États ne peuvent plus sous-traiter la sécurité alimentaire. Même au niveau d'un seul grand État comme le Congo, les régions, les provinces doivent absolument relocaliser les besoins ou les outils pour sécuriser la sécurité alimentaire. Il y a un cas qui m'a vraiment personnellement choqué. Ça concerne un autre domaine, mais c'est proche aussi. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un très grand pays quand même en Afrique. Mais quand j'entends le gouvernement sud-africain se plaindre que l'USAID a coupé son aide, bien, l'État américain a coupé les financements provenant de l'USAID, alors que dans le commun, les gens, ils pensaient que l'Afrique du Sud, quand même, ne pouvait pas compter sur l'aide alimentaire ou les aides publiques au développement, notamment pour VIH, etc., les distributions d'aliments, etc. C'est vraiment un enjeu qu'il faut repenser. Et moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que les gouvernements, en collaboration avec le secteur privé, au niveau national, ont maintenant remplacé, ont un intérêt à remplacer les fonds qui provenaient de la coopération internationale. Merci. Parfait. Merci, Jimmy. Merci tout le monde. On va s'arrêter là. Puis au plaisir de rester en contact. Encore merci, Frédéric, pour cette masterclass. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes et merci.